Pour le professeur Raoult, l'évaluation de la compétence et le déclin de la recherche en France. Didier Raoult, dans une interview qu'il donnait le 16 novembre 2021 à son IHU Méditerranée Infection de Marseille, évoquait les civilisations qui peuvent mourir de la jalousie. Alors l'utilisation du terme civilisation est sans doute inappropriée. Pour Fernand Braudel, l'historien des civilisations, celles-ci sont des réalités de très longue durée. Elles ne sont pas mortelles à l'échelle de notre vie individuelle. Bien sûr, je partage le point de vue de Braudel, y ajoutant que les grands accidents de société, régression économique, guerre civile, occupation étrangère, épidémie, même beaucoup plus grave que celle de la Covid actuelle, famine, etc., n'ont eu généralement que peu d'incidence sur la survie des civilisations. Ainsi, la civilisation celtique, comme les civilisations gréco-latines, germaniques ou slaves, pour ne citer que les plus importantes de l'Europe, reposent sur des millénaires d'existence. Mais par quoi remplacer ce concept dans le propos de Raoult? Par les sociétés évoluées, par exemple, car en effet, une société, même très avancée, peut mourir de son déclin technologique quand ses élites oublient le progrès. Son accusation faisait réponse au tracas que ne cessent de lui infliger ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, à savoir quelques membres de l'ordre des médecins et d'autres polémistes invités ou journalistes des plateaux télévisés parisiens. À l'évidence, ils nourrissent bien une profonde jalousie à son encontre. Mais jaloux de quoi au juste? Naturellement, du rang que Didier Raoult occupe parmi l'élite mondiale des chercheurs pratiquants en infectiologie. Mais surtout de l'opinion très favorable qu'on a de lui dans les milieux dits populaires, tout autant que dans le milieu médical soignant et bien au-delà. Maintenant, comment peut-on juger de la compétence scientifique d'un chercheur? Par le nombre de publications annuelles qu'il propose et obtient à des revues scientifiques reconnues internationalement, affirme l'éminent professeur, qui ajoute qu'il figure parmi les tout premiers dans le classement officiel mondial. Ce qui fait réagir aussitôt ses détracteurs, l'accusant ironiquement d'avoir un ego démesuré. Mais Raoult enfonce le clou en montrant une liste détaillée des performances scientifiques des différents pays. Si on regarde l'évolution du nombre des publications dans les 20 pays ayant fait le plus entre 2017 et 2020, la France a régressé de 6%. Elle est 19e sur 20. Ça ne date pas d'hier. Ce déclin de la science en France, en particulier de la science médicale, a été la raison pour laquelle on a créé les IHU. C'est parce que les structures anciennes, étatiques, n'étaient plus compétitives, dit-il. Alors les pays qui offrent de nos jours la plus forte évolution de leur production littéraire scientifique sont par exemple la Chine, l'Iran, l'Inde, l'Italie, la Russie, la Pologne, la Turquie, le Brésil, devant la France qui affiche aujourd'hui ce repli de plus de 6%. Notre pays était au début du XXe siècle un des pionniers en matière de recherche médicale. C'est ce qui fait tirer la sonnette d'alarme à Didier Raoult sur le recul de la compétence scientifique en France. D'autant plus que les publications françaises étaient pour une grande part des copublications, c'est-à-dire signées par plusieurs chercheurs, parfois 10 ou plus, et à plusieurs adresses. Vous pouviez multiplier les adresses de publication, dit-il. J'ai vu des publications qui avaient jusqu'à 6 adresses en même temps. L'INSERM, le CNRS, l'IRD, l'assistance publique,
l'université Aix-Marseille, etc. On pouvait multiplier les adresses. Comme ça, l'INSERM pouvait dire « Regardez, on a tant de publications ». Mais finalement, une grande partie des entrées étaient les mêmes. Alors maintenant, on ne peut plus faire ça, affirme Raoult. Vous avez des mécanismes qui empêchent soit d'avoir des dizaines d'auteurs, soit plus de 2 tutelles. C'était donc un leurre. Et aujourd'hui, le résultat est extrêmement inquiétant pour la France. Les choses se dégradent à une vitesse importante. Il y a vraiment des choses à faire, à améliorer dans ce pays, et ce n'est pas la peine de faire l'autruche. L'autruche, en se mettant la tête dans le sable, ne se dissimule pas du tout. On la voit toujours autant. Il n'y a qu'elle qui ne voit plus rien, en réalité. Ce déclin, c'est la jalousie. Il n'y en a pas d'autre. La jalousie, la jalousie, la jalousie, martèle-t-il. Plutôt que d'admirer les gens qui font bien, plutôt que de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Comment on peut avancer ensemble ?» C'est un phénomène spectaculaire de détester à ce point la réussite en France. Cela m'a amené à repenser aux accusations analogues des frères Bogdanov, il y a une bonne dizaine d'années, concernant les publications dans des revues scientifiques. Alors les Bogdanov, ils avaient soutenu chacun une thèse de doctorat, respectivement en 1999 et 2002, sur des aspects mathématiques et physiques des origines de l'univers. Des thèses qui leur avaient valu à l'époque de nombreuses et virulentes critiques de scientifiques et des médias et qui avaient incité des responsables du CNRS à demander un rapport au Comité national de la recherche scientifique, affirme un journaliste du Point en 2010, qui ajoute « Ces thèses n'ont pas de valeur scientifique », conclut le rapport, finalisé en novembre 2003, mais jamais rendu public. En fait, on reprochait aux Bogdanov surtout d'en arriver à la conclusion que notre univers n'était pas né par hasard. Question ô combien polémique. Notons au passage qu'ils ne font pas partie du CNRS. À quel titre cet organisme pourrait-il les juger ? Eux y voient la jalousie de gens qui ne supportaient pas leur succès médiatique. Tiens, même accusation que Raoult. Bien entendu, je ne vais pas polémiquer sur cet article de journal déjà ancien, qui apparaît pourtant bien tendancieux, dans la mesure où il cite la conclusion particulièrement négative d'un rapport tenu secret, donc sans la moindre argumentation scientifique. Ce fameux document fit également parler de lui cette même année 2010 dans un article de l'hebdomadaire Marianne qui en publia quelques extraits. La commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, avait alors estimé que ce rapport sur les thèses des frères Bogdanov n'avait pas à être rendu public, rappelant que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant un jugement de valeur sur une personne nommément désignée. Alors pour moi qui suis quand même un universitaire, avec toute la modestie qui s'impose bien sûr, une thèse de doctorat reste un écrit difficilement critiquable sur le fond. Si les rapporteurs précédant la soutenance avaient jugé que ces thèses ne tenaient pas la route, ils les auraient condamnées et les soutenances n'auraient pas eu lieu. On nous a souvent redit, à la faculté des lettres, qu'un jury de thèse était souverain. Nul ne pouvait sciemment remettre en cause son verdict. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai ajouté à mon nom sur ma chaîne YouTube « Docteur en Histoire ». Non par vanité, mais simplement parce que je ne veux pas qu'on nie par omission le grade que j'ai obtenu. Mon directeur de recherche m'avait répété « Tu ne seras historien que le jour où tu auras soutenu une thèse. N'est pas historien qui veut. » Alors il n'est pas dans mon intention de donner raison ou non aux frères Bogdanov, dont je ne peux juger des compétences, et qui font l'objet aujourd'hui d'ailleurs d'une enquête judiciaire pour une accusation d'abus de confiance,
dont il m'est impossible de parler ici, puisqu'elle n'a pas été jugée. Mais que disaient ces chercheurs donc à propos des publications scientifiques, puisque c'est ce qui nous intéresse? Il y a dans la recherche d'État, la recherche publique, malheureusement beaucoup de chercheurs qui sont financés par des deniers publics et qui passent leur temps, en effet, à protester, à faire semblant de chercher, à publier avec des copains, parce que c'est très facile de publier un article quand on est à 15 signataires. On est là, tiens, tu veux venir? Eh bien on te prend, et hop, on te met sur un strapontin, tu as ton nom sous l'article, et comme ça tu es tranquille pour un an. Ça, c'est un genre de pratique qui dans la recherche est beaucoup trop courant, et conduit à la fois à des abus, mais aussi à une fausse image de la soi-disant excellence de la recherche française. Alors ça, c'est Igor Bogdanov qui l'affirmait sur France Inter dans l'émission « Souriez, vous êtes informés » du 4 novembre 2010. Oh, sur le coup, je n'y avais pas prêté attention. Mais que ces pratiques soient aujourd'hui dénoncées, et tout récemment, par le grand professeur Raoult, qui dit que désormais ça ne peut plus se faire, il y a de quoi se poser des questions. Et on peut également s'en poser sur le rejet systématique des textes proposés par tel ou tel chercheur, même docteur en histoire, par quelques revues. Alors j'en sais quelque chose, n'ayant même pas pu faire publier un seul extrait de ma thèse par une modeste revue soutenue par l'Université de La Réunion. Bon, ce n'est pas grave en soi. Qui lit ce genre de magazine à part ceux qui y écrivent? Quasiment personne. Et il est vrai que je me suis éloigné de notre université réunionnaise depuis le décès brutal de mon directeur de recherche, le professeur Sudel Fuma, en 2014. Non que les recherches historiques ne m'intéressaient plus, mais bien à cause de la situation délétère à la faculté des lettres, après le refus de recevoir une maître de conférence nantaise pour occuper le poste vacant. Il est d'ailleurs resté depuis. La postulante qui officiait à l'université de Nantes avait pourtant été choisie par la commission de recrutement de La Réunion en 2016 à partir d'un parcours universitaire exemplaire et d'une thèse sur l'esclavage et l'engagisme très à propos. Mais ce vote était contesté par un autre candidat malheureux, réunionnais de naissance et professeur de collège. Lui avait écrit une thèse sur le notariat à l'île Bourbon, sans aucun rapport avec l'esclavage donc. Le tribunal administratif de Saint-Denis, où il avait porté plainte, s'était jugé incompétent sur le fond, mais avait quand même suspendu la désignation de la candidate nantaise pour vice de forme, par insuffisance de membres siégeant à la commission, chose étonnante quand même, dans la mesure où c'étaient des membres locaux de cette commission qui avaient refusé d'y siéger, pressentant peut-être que le vote n'irait pas dans leur sens. Si leur absence avait été indépendante de leur volonté, on pouvait comprendre la qualification de vice de forme. Mais ils n'avaient pas voulu y siéger. C'est quand même différent. Alors cette affaire dite de la nantaise, à la limite du racisme ethnique, on a pu lire dans quelques courriers que ce n'était pas à quelqu'un d'un ancien port négrier d'écrire l'histoire de l'esclavage. Ça fit grand bruit dans la presse locale en 2016 et 2017. Ne parlons pas de préférence régionale. Si j'avais présenté ma propre candidature, j'aurais sans doute eu droit, moi aussi, au même traitement, malgré mes 46 ans de vie à La Réunion. Alors en 2021, c'est toujours le statu quo. Donc un professeur en moins pour le département Histoire, qui n'en compte déjà pas beaucoup. Je me demande bien comment font les services administratifs de l'université pour répondre aux demandes d'inscription, surtout en master et en doctorat, où le nombre d'étudiants par directeur de recherche doit être forcément limité sous peine d'une certaine légèreté du travail de relecture. Là aussi, on n'est pas dans les conditions optimales pour faire avancer la recherche historique, surtout celle de l'histoire locale. La bonne évolution, nous dit Raoult,
c'est on imite les meilleurs et on les traite correctement. Nous, il parle de l'IHU, on ne nous imite pas. Deuxièmement, on a distribué des médailles partout, sauf aux gens qui travaillent ici, c'est-à-dire à l'IHU de Marseille. Alors il faut cesser de penser que les meilleurs, c'est une opinion purement subjective, ajoute-t-il. Il y a des données objectives. Aucun site n'a traité et soigné autant de gens que l'IHU. Résultat, on nous envoie un truc pour nous dire que c'est mal géré. Vous savez, quand on veut vous tuer dans la recherche, on vous dit tout va bien, mais la gouvernance, c'est pas ça. Alors pour moi, la gouvernance, je leur dis, il y a quelqu'un de vous qui a déjà fait ce que moi j'ai fait dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a fait construire un bâtiment de 27 000 m² spécialisé, qui l'a gouverné pendant des années, qui a eu des résultats de cette nature, pour que vous vouliez m'expliquer aujourd'hui comment on fait. Maintenant que je m'en vais, vous allez m'expliquer que ce n'est pas cela qu'il fallait faire, en dépit de tous les résultats. Mais ce pays marche sur la tête. Ce n'est pas étonnant qu'il accuse un tel déclin. Il faut arrêter de taper sur ceux qui réussissent. Il y a une dérive pour empêcher de prescrire les anciens médicaments dans les nouvelles indications. Et là, il parle bien sûr de son hydroxychloroquine. Si ce pays n'arrive pas à trouver une organisation qui protège les gens qui sont les plus efficaces et qui réussissent le mieux, il n'arrêtera pas de se casser la figure. Certaines civilisations, et en particulier la nôtre, risquent de mourir de la jalousie de ceux qui n'ont pas réussi au même niveau. Si cela, on ne l'entend pas, le déclin de ce pays ne va pas cesser. Voilà les paroles du professeur Raoult. Il a évidemment raison, même si, comme je l'ai dit au début, le mot civilisation ne me paraît pas approprié, car il n'y a jamais eu de civilisation France. Structure purement politique, trop restrictive, issue de multiples peuples réunis par la force et non par un désir de fusion culturelle. Pas plus qu'il n'y a eu et qu'il n'y aura une civilisation européenne unique, structure qu'on voudrait aujourd'hui imposer économiquement et bientôt politiquement contre la volonté de nombreux peuples européens.